Bonjour à tous, le plaisir de vous retrouver comme d'habitude et nous allons, comme souvent, parler de la réforme de la formation professionnelle avec Jean-Pierre qui est toujours à nos côtés, avec Damien que je suis heureux d'accueillir et qui se présentera dans 2 minutes. Donc tous les trois, nous allons faire en sorte de vous donner de la visibilité sur la réforme, comment en tirer profit, avec toujours la volonté de vous simplifier, de vous faciliter et de vous donner des clés pour que vous puissiez tirer profit de cette réforme le plus simplement possible. Donc, je suis Thierry Delahaye, président fondateur de MyConnecting. Jean-Pierre Willems, consultant en ressources humaines. Et Damien Michel, donc directeur commercial de MyConnecting. Voilà, qui a rejoint MyConnecting il y a maintenant 6 mois et que nous sommes ravis d'avoir parmi nous. Jean-Pierre, on démarre? Ouais, on va faire. Juste oui. peut-être un petit point pratique. Cette webconf va durer 60 minutes. Bien évidemment, on répondra à vos questions à la fin. Si jamais on n'a pas le temps d'y répondre, comme d'habitude, eh bien, on enregistrera une vidéo qui vous permettra d'avoir accès à ces réponses. En tout cas, n'hésitez pas. L'échange, la discussion, la collaboration autour d'un sujet tel que la réforme, comme sur beaucoup de sujets, est effectivement agréable et efficace, donc n'hésitez pas. Alors, pour ce webinaire de rentrée, on est le 23 septembre, mais c'est encore la rentrée, on a choisi 3 sujets. Il y a d'abord une actualité. Vous savez que sur cette réforme, il y a une actualité permanente, et j'en profite peut-être pour faire une première remarque pratique. On n'est pas dans une réforme où on va pouvoir se permettre d'attendre que tout soit stabilisé, que l'environnement soit connu intégralement pour prendre des décisions. On est sur une réforme qui se construit, j'allais dire, presque au jour le jour, avec des nouveautés et parfois des arbitrages, on va y revenir, qui n'étaient pas prévus il y a 3 mois ou il y a 6 mois. Donc on est sur quelque chose d'éminemment constructiviste qui va être mouvant, et il faut s'habituer à prendre des décisions. Mais je pense que dans vos métiers, vous y êtes déjà habitués à prendre des décisions sur des systèmes non stabilisés. Il y a certes des piliers, des socles qui sont en place, on sait où on va, mais il y aura toujours des ajustements à la marge avec plus ou moins d'impact sur le cœur, et donc il faut s'habituer donc à ne pas attendre, parce qu'il n'y aura pas de fin sur ce processus de transformation un petit peu permanente. Donc on va faire un premier point d'actualité. Il y a eu plusieurs textes qui sont sortis à la fin de l'été, l'ordonnance du 21 août, le décret de vendredi dernier sur les financements des contrats d'apprentissage, tout ça est des textes très importants. Donc on va voir l'impact de tout ceci, et puis on va s'attacher aux 2 vrais sujets d'actualité, de votre actualité à vous, pas l'actualité législative ou réglementaire, votre actualité à vous. C'est la période où vous allez commencer à travailler sur vos perspectives et vos plans de développement de compétences pour l'année 2020. Donc, on va voir dans ce contexte-là comment on peut se préparer à avoir un véritable plan de développement des compétences en 2020, dans quel cadre, de quelle manière, avec quel contenu. Et puis, nous aurons avant la fin de l'année, normalement fin novembre, la bascule de la gestion du CPF qui va passer des OPCO à la Caisse des dépôts et à l'appli CPF qui sera lancée avec force communication gouvernementale un peu avant Noël en fait. Ce sera le cadeau pour les salariés. On verra si c'est d'ailleurs un vrai cadeau, et de quelle manière surtout vos politiques en 2020, qui ne vont plus être gérées dans leur mise en œuvre de la même manière, pourront s'articuler avec cette application. Alors c'est parti pour l'actualité et ce qui est paru récemment. L'ordonnance dite coquille, alors maintenant c'est un incontournable de tous les processus législatifs. Quand on fait une loi, on sait que forcément dedans, il y aura et des manques, et des erreurs, et des insuffisances, et des choses qu'il faudra corriger. Donc on prévoit que dans les 18 mois qui suivent le vote de la loi, on aura, ici 12 d'ailleurs, on aura une ordonnance pour rectifier. On l'appelle coquille parce que ça répare les erreurs. Alors ça fait un petit peu plus que réparer les erreurs, ça rend des arbitrages sur certains dispositifs. Je vais y revenir. Les 3 sujets principaux qu'ont traité cette ordonnance, c'est la possibilité de conserver, quand même important pour les salariés et pour les entreprises, de conserver les heures de diff sans limitation de durée plutôt qu'une disparition fin 2020 comme c'était prévu. C'est la réforme, ça c'est une moins bonne nouvelle, de la professionnalisation en alternance ou de la
reconversion et promotion en alternance, qui aboutit concrètement à ce qu'il n'y ait plus de capacité de la part des OPCO à engager le moindre euro à partir, enfin depuis le 22 août dernier pour l'année 2019. On verra ce qu'il est possible de faire en 2020. Et puis un petit peu d'assouplissement aussi sur les obligations de gestion des parcours par les entreprises à 6 ans dans cette ordonnance. Ensuite, nous avons eu vendredi dernier, le 13 septembre, celui d'avant, pardon, il y a 10 jours, le 13 septembre, un décret qui a fixé les coûts de financement des contrats d'apprentissage. Alors, vous savez que l'apprentissage est une priorité, on pourrait dire la priorité des priorités dans cette réforme pour le gouvernement. Donc, les niveaux de financement par les branches, après régulation par France Compétences des contrats d'apprentissage ont été déterminés. On a un décret qui fait 250 pages parce que le système a une petite complexité qu'il faut décrypter rapidement, c'est-à-dire que si une branche s'est positionnée sur certains diplômes, eh bien, ce sont les coûts de cette branche qu'on prendra pour financer le contrat. Si ce même contrat est préparé dans une branche qui ne s'est pas positionnée sur ce diplôme-là, eh bien, on va prendre la moyenne des coûts fixés par toutes les branches sur ce contrat pour financer les autres branches. Et puis, on a encore l'hypothèse où aucune branche ne s'est positionnée sur un diplôme, ce qui n'est pas une hypothèse rare, puisque l'apprentissage, c'était principalement du diplôme éducation nationale et qu'aujourd'hui, on peut faire les quasiment 10 000 diplômes du RNCP. Donc, on aura forcément des diplômes sur lesquels aucune branche n'a rien dit, parce que jusqu'à présent, ce n'était pas préparé par l'apprentissage. Et bien, dans ce cas-là, on a un processus qui fait qu'on peut commencer le contrat. On a un coût de base qui est financé par l'OPCO et qui dépend en gros entre 6 000 et 8 000 euros, qui sera financé par l'OPCO suivant le niveau de la formation, et dans l'attente surtout que la branche qui sera saisie fixe le bon niveau de financement de ce contrat. Donc on a les mécanismes qui permettent de faire fonctionner le financement de l'apprentissage sur l'intégralité des titres et diplômes. Et puis on a eu juste avant l'été, mais postérieurement à notre dernière rencontre, l'apparition de tous les textes sur la qualité de la formation, avec l'apparition du référentiel national de la qualité et fin juillet, l'apparition du guide du ministère du Travail pour expliciter chacun des 32 indicateurs qualité. On va avoir au cours de l'année 2020 un process de certification des organismes de formation. Là, on est en train de certifier les certificateurs, c'est le COFRAC qui fait ça. On devrait avoir une vingtaine, en tout cas c'est le nombre de dossiers déposés, vingtaine d'organismes qui seront habilités par le COFRAC à certifier les prestataires de formation et les CFA. Et on aura eh bien, toute l'année 2020 et les suivantes pour certifier alors 10, 15, 20, 30, 40 000 organismes de formation. On verra bien sur quel nombre on sera. La différence entre avant et après, c'est que le référentiel, cette fois-ci, il est unique et la certification, elle est unique. C'est la même pour tous les organismes. Il n'y a plus des labels particuliers, plus le Datadoc, etc. Et comme je vous ai dit qu'on était dans un environnement mouvant, on attend encore une collecte, une ordonnance sur la collecte par l'URSSAF des contributions des entreprises. Là, les collectes se font encore par les OPCO. Une ordonnance sur la formation professionnelle dans les départements et régions d'outre-mer, et puis vous allez avoir quand même les accords de branche qui vont intervenir. Les négociations sont ouvertes dans beaucoup de branches, puisque la remise à plat quasiment intégrale du système de formation fait qu'il faut revoir les accords de branche, ils sont tous devenus obsolètes, et donc ces négociations porteront leurs fruits vraisemblablement dans le courant ou au début de l'année 2020. Donc voilà, un environnement qui bouge. Alors je reprends quelques points apportés par l'ordonnance. Tout d'abord, on offre la possibilité aux entreprises de choisir en 2020, lorsque vous allez avoir à faire le bilan du parcours professionnel des salariés sur 6 ans, c'est-à-dire est-ce que j'ai donné au moins une formation et est-ce que j'ai fait suivre ou bénéficier les salariés des entretiens professionnels, on va vous laisser une option pour l'année 2020 et pour tous les bilans qui vont se réaliser au cours de l'année 2020. C'est est-ce que vous appliquez les règles de la loi nouvelle, c'est-à-dire au moins une formation qui n'est pas une formation nécessaire, indispensable, requise pour pouvoir accéder au métier, c'est-à-dire une formation qui, si je ne la suivais pas, m'interdirait d'accéder au métier. Je précise les choses de cette manière-là parce qu'on parle souvent par raccourci des formations obligatoires. Or, il ne s'agit pas d'exclure des bilans toutes les formations obligatoires. La loi ne parle pas d'ailleurs de formation obligatoire, c'est un raccourci des commentateurs. Elle parle de formation
qui sont indispensables, qui conditionnent, c'est le terme, l'accès à l'activité et qui sont prévus par un texte légal, réglementaire ou une convention internationale. Donc, soit vous prenez une formation qui rentre dans cette case-là et vous avez fait au moins un entretien professionnel tous les 2 ans, soit vous prenez les critères de la loi antérieure, c'est-à-dire une formation, quelle qu'elle soit, plus soit une certification, soit une progression salariale ou une évolution professionnelle. Il vous faut remplir 2 critères sur 3. Donc les entreprises auront le choix pour se positionner. Pour tous les salariés présents en 2014, il faudra faire le bilan en 2020. Alors c'est vrai qu'on dit la loi elle est parue le 7 mai, enfin elle est datée du 5 mai 2014, donc 6 ans après, si on prend l'ancienneté du salarié, c'est c'est mars 2020. Est-ce qu'il faut le faire à date ou est-ce qu'on a toute l'année pour le faire? Bon, c'est 6 ans, l'ancienneté des salariés qui ont 6 ans, ils ont toujours 6 ans d'ancienneté 3 mois ou 6 mois plus tard. Les contrôles se feront manifestement par année civile, donc je pense qu'il ne faut pas avoir un stress excessif si jamais on n'a pas tout réalisé au mois de mars 2020 et que ça se fait en avril, mai, juin ou juillet ou jusqu'à la fin de l'année. Par contre, il faudra l'avoir fait dans l'année parce que là, on est sur 6 années à échéance 31 décembre. Donc, vous aurez une option, est-ce que j'applique la loi nouvelle ou la loi ancienne? Et pour les bilans qui se tiendront à partir de 2021, là, par contre, on sera sur les critères de la loi nouvelle. C'est pour laisser un laps de temps et puis c'était pour défaire ce petit débat juridique qu'on avait. Est-ce que la loi est d'application immédiate mais elle vaut que pour le futur ou est-ce qu'elle concerne toute la période à laquelle elle se rapporte? Donc voilà, vous avez le choix. C'était une première nouveauté. Quelle est ta vision? Parce que c'est vrai qu'un certain nombre d'entreprises sont préoccupées par ce sujet. Quel est, toi qui en rencontres énormément, quel est ton sentiment par rapport à l'avancement de ce chantier important? Il y a évidemment beaucoup plus d'entreprises qui ne sont pas dans les clous que d'entreprises qui peuvent dire je coche toutes les cases, 100% d'entretiens réalisés sur les 6 dernières années, au moins un tous les 2 ans et une formation. Alors, je crois qu'il faut distinguer deux choses. La première, c'est pour ce qui concerne la formation, et compte tenu de l'élargissement de la définition de l'action de formation et de l'échéance à fin 2020. Honnêtement, toute entreprise devrait arriver à organiser au moins une formation pour tous les salariés qui étaient présents en 2014 pour cette date-là. Si ce n'est pas fait, vous avez encore 16 mois devant vous. Donc, si on se met en mouvement, on peut y arriver. Donc, ce critère-là, on devrait pouvoir le remplir. Reste le plus compliqué, c'est-à-dire le passé. Si je n'ai pas fait les entretiens en 2014, 2015 ou 2016, ben, ce n'est pas rattrapable par rapport au texte. Je ne l'ai pas fait, je ne l'ai pas fait. Donc, est-ce qu'il faut me mettre la tête sur le billot automatiquement? Alors d'abord, vous avez une manière de le sécuriser, de manière à peu près certaine, c'est de faire un accord d'entreprise, de groupe, qui vous permettrait de dire, eh bien chez nous, pour la première période, ce n'est pas un entretien tous les 2 ans, c'est un entretien peut-être tous les 3 ans, ou 3 entretiens sur 6 ans, mais pas forcément tous les 2 ans. Bref, de produire une norme qui remet le droit en cohérence avec vos pratiques. Ça, on peut le faire. Encore faut-il arriver à négocier un tel accord. Mais certaines entreprises y sont d'ores et déjà arrivées. Ça, c'est la manière celle que l'on peut le plus recommander de faire si jamais on a les moyens d'y parvenir. Et après, si on n'y parvient pas, sur ces bilans, il y a 2 types de risques qui sont à gérer. Il y a un premier risque de contrôle par l'administration. Alors, ce contrôle a été confié au direct, pas à l'URSSAF comme on le lit parfois, pas aux impôts non plus, à la directe. Et c'est le service de contrôle de la formation qui, dans le cadre d'un débat contradictoire avec l'entreprise, est chargé de contrôler. De la bouche même des représentants, ou de certains représentants du contrôle, ils disent on n'est pas dans une logique punitive. Notre but, ce n'est pas d'aller récupérer de la ressource auprès des entreprises. C'est de faire en sorte, un petit peu comme un inspecteur du travail, que quand on est passé, si l'entreprise n'était pas en règle, elle y soit. Et les gens qui ont fait l'effort de se mettre en conformité et qui nous garantissent que pour l'avenir, ils sont en ordre, etc., ce n'est pas certain qu'on aille les rechercher sur les 2 ou 3 premières années. Donc, le vrai enjeu n'est pas là. C'est que tout le monde se mette dans une dynamique de gestion des parcours des salariés. Donc, le risque de redressement, je ne vais pas dire qu'il est faible, il est gérable, on va dire. Par contre, et ça l'administration dit, nous, on gère ce qui nous concerne. Par contre, le recours individuel d'un salarié, l'action des représentants du personnel qui dirait mais non, le compte ne tient pas, la boîte n'a pas fait ce qu'il faut, etc. Ça, personne n'y peut rien. Et donc là, le débat, c'est plus avec l'administration, c'est éventuellement avec le juge. Et le juge, il a tendance à être un petit peu plus près des textes. Voilà. Donc, mais ce risque-là,
chacun le mesurera à l'aune de son contexte et de sa situation. Donc, ce qui vous est fortement recommandé, c'est de sécuriser le volet formation et c'est d'être dans une dynamique de volonté véritable, pas simplement je coche la case parce que j'ai fait la formation incendie avec les salariés, dans une dynamique véritable de gestion des parcours et de bonne foi. Je pense que ça peut purger le risque contrôle de la part de l'administration. Restera à voir après avec les salariés ou pas. Avec une question qui va être délicate, hein, c'est si je considère que je me suis mis en conformité pour le présent et pour l'avenir, mais que j'ai été défaillant dans le passé. Est-ce que je m'auto-sanctionne, puisque c'est ça qui va se passer, hein, la Caisse des dépôts va ouvrir un portail entreprise où il faudra déclarer qu'on est défaillant et verser les sommes correspondantes. Est-ce que je m'autocontrôle ou est-ce que j'attends que ça vienne? Voilà la décision la plus importante. Aujourd'hui, c'est comment je peux me mettre le plus possible en conformité. Et demain, ce sera, si j'y suis pas complètement arrivé, est-ce que vraiment je m'auto-sanctionne? Est-ce que je considère, compte tenu des efforts que j'ai faits, le compte y est, puis on verra bien ensuite. Sur le volet formation, certaines entreprises s'interrogent sur est-ce que le CPF sur temps de travail rentre dans le cadre des formations? Oui, alors c'est une, comment dire, c'est une interrogation, j'apporte ma réponse là-dessus. Il n'y a pas quelque part un juge de paix qui va garantir ça, c'est bon, c'est pas bon. Mais malgré tout, la réponse me paraît assez simple. Ce que l'on demande aux entreprises, c'est de favoriser l'accès à la formation des salariés, de permettre que les gens se forment. S'ils se forment en utilisant leur CPF et hors temps de travail, l'entreprise ne participe à rien, elle ne fait pas d'efforts particuliers. Alors peut-être qu'elle a fait l'effort de les accompagner, de les informer, de les aider à accéder à ça, mais ça ne va pas être suffisant parce que démarche personnelle au final est temps personnel. Si elle offre le temps pour que les gens se forment, je ne vois pas qui pourrait aller dire qu'elle n'a pas fait l'effort de former ses salariés et sur quelle base. J'ai bien donné un temps alors que je n'y suis pas du tout obligé dans le cadre du CPF. Donc à partir du moment où je permets l'accès effectif en formation, oui, je peux considérer que j'ai formé les salariés, qu'ils aient payé tout ou partie du coût pédagogique avec leur CPF n'est pas le sujet. On ne vous demande pas, et la loi ne vous demande pas de payer des coûts pédagogiques pour les salariés. Si demain vous trouvez une formation gratuite et que vous mettez les gens dedans, vous les aurez formés. Ce n'est pas un souci. Donc, je crois qu'il n'y a vraiment aucun problème à comptabiliser le CPF quand l'entreprise a fait un effort. Si elle n'en a fait aucun, alors elle a pu faire l'effort en temps ou en argent. Moi, je crois que c'est clair là-dessus. Très bien. Deuxième chose, alors ça, ce n'est pas une très bonne nouvelle, le dispositif de promotion et de reconversion en alternance, qui a remplacé les périodes de professionnalisation, était déjà assujetti à des conditions un peu nombreuses, multiples et un dispositif un peu rigide. Alors là, le gouvernement, manifestement, a décidé qu'il ne fallait pas que ça fonctionne jusqu'à la fin de l'année. Donc, il a assujetti la possibilité d'utiliser ce dispositif au fait que l'on ait un accord de branche étendu qui fixe la liste des certifications qui seront éligibles et en gros des formations que l'on pourra faire. Et cet accord doit être étendu, c'est-à-dire que le ministère dit, moi je ne veux pas des listes de certifications avec 100 000 certifications dedans, je contrôlerai que ces certifications-là correspondent bien à des besoins de compétences obsolètes ou en forte transformation sur des métiers qui évoluent. Donc concrètement, ça veut dire que tant que ces accords étendus ne sont pas publiés, alors le temps de négocier l'accord, d'en demander l'extension, que la procédure d'extension se fasse et qu'elle soit réalisée et que ça paraisse au journal officiel, eh bien on est en 2020. Quoi. On n'a pas le temps d'ici la fin de l'année de faire des choses sur des délais beaucoup plus courts, enfin, ou juste avant la fin de l'année. Donc pour cette année, il faut considérer que ça ne marchera pas à une exception près. C'est le socle de compétences. Le socle de compétences, il est finançable de par la loi, il échappe à l'accord de branche. Par contre, la VAE ne sera finançable dans ce cadre-là que pour les actions définies par accord de branche. Donc, je ne pourrai pas la faire, quel que soit le dispositif. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je ne peux plus financer de la VAE par ce biais-là et que, concrètement, il n'y a rien à attendre de ce dispositif, à part le socle de compétences, jusqu'au moins à la fin de l'année. Et après, ça dépend des secteurs et de ce qui sera possible de faire pour savoir si les priorités de la branche d'abord reçoivent l'assentiment du gouvernement et ensuite correspondent à vos propres projets. Du coup, cette suspension, en quelque sorte, de possibilité pour les OPCO de financer de la promotion ou conversion en alternance, nous montre une équation budgétaire un petit peu difficile et qui s'explique par le fait que tous les moyens sont concentrés, tous les moyens, je le précise, résultant de la contribution légale des entreprises, c'est-à-dire du 1,68.
le conventionnel, le volontaire ne sont pas concernés. Mais tous les moyens sont prioritairement mis sur l'apprentissage et l'alternance et les contrats de professionnalisation et le programme investissement compétences, c'est-à-dire la formation des demandeurs d'emploi. Voilà, ça absorbe plus des 2/3 de vos contributions et de la ressource. Avec déjà des résultats sur l'apprentissage. Alors, ouais, alors sur l'apprentissage, les résultats, il y a une bagarre de légitimité sur les résultats. Les régions disent, bah, c'était nous, vous voyez, ça marchait bien, on est en train de développer, puis vous nous l'enlevez, donc c'est une erreur. Et l'État dit, bah, on a réformé, ça produit déjà ses effets par simple impulsion dynamique et parce qu'on a parlé beaucoup de l'apprentissage et les entreprises le développent. Alors concrètement, c'est vrai que les mesures prises dans la loi de septembre 2018 sont entrées en vigueur au 1er janvier et que donc ce n'est pas ça qui a généré encore le flux d'apprentis. Maintenant, c'est vrai que mettre l'apprentissage au cœur de tous les débats, etc., ça a pu avoir des effets induits. La croissance est quand même de 8% quantitativement, mais surtout, on constate que depuis le mois d'avril jusqu'à aujourd'hui, on a plus de 500 créations de CFA. Donc, soit des établissements de formation qui étaient déjà des établissements de formation et qui se déclarent comme CFA, soit des entreprises, 70 quand même, qui ont créé leur CFA, et c'est le compte aujourd'hui, en septembre. Donc, je pense que tous ces chiffres vont continuer à augmenter très fortement. Et donc, quand vous augmentez le nombre d'acteurs, ben, vous allez certainement augmenter le nombre d'apprentis parce que tous ces gens-là vont faire du sourcing, vont promouvoir le dispositif, vont chercher des postes, des places de recrutement en alternance. Et donc, on peut penser qu'on enregistrera sur la rentrée 2020 et les entrées 2020 une croissance plutôt à 2 chiffres de l'apprentissage. Ce n'est pas un pari fou. Alors, cette priorité quand même et ces financements, et puis le gouvernement a dit, allez-y, hein, vous pouvez développer l'apprentissage, c'est nos limites, on trouvera les ressources financières, et bien fait que pour le reste, et ça explique en très grande partie pourquoi le gouvernement recentre le dispositif de promotion et de reconversion, et en fait le suspend quasiment pendant 4 ou 6 mois, parce que cette ressource qui ne sera pas utilisée sur ce dispositif, eh bien on va la basculer sur le financement de l'alternance, c'est fait pour financer les ouvertures nouvelles. Et donc, il va nous rester un CPF de transition qui est nettement orienté à la baisse en matière de financement par rapport au congé individuel, donc beaucoup plus de difficultés pour obtenir des prises en charge. Un plan de développement de compétences où les OPCO n'accompagnent plus que les entreprises de moins de 50 salariés sur le légal. Pour les autres, elles sont renvoyées à leur budget propre. Et un CPF où, dès que l'on basculera sur l'application de la Caisse des dépôts, c'est-à-dire dans 2 mois, 2 mois et demi, il n'y aura plus d'abondement de la part des OPCO par définition, et la Caisse des dépôts, elle, n'abonde plus, ce sont les droits des salariés. On verra si l'entreprise, elle, souhaite abonder ou pas et quelle modalité technique elle va utiliser. Donc, une équation financière pour 2020 profondément transformée. On va dire que c'est véritablement l'entrée en vigueur des effets de la réforme, ce qui fait que si vous commencez à vous questionner sur vos budgets pour 2020, par rapport à ce que vous aviez fait pour 2018 et peut-être encore pour 2019, parce qu'il y avait encore des ressources dans les OPCO, parfois des réserves que l'on a pu affecter pour lisser la transition en 2019, là en 2020, le roi est nu. Essentiellement, les plans de développement de compétences, on va se les financer soi-même avec très peu d'apports externes et éventuellement on pourra avoir une politique de CPF où il y aura un co-investissement financier avec les salariés. La traduction, alors on a emprunté au Centre Info ce magnifique schéma qui illustre la circulation de l'argent et notamment de l'acompte que vous venez de payer au 15 septembre auprès de votre OPCO, en 2019 et encore en 2020, c'est les OPCO qui collectent les contributions, ça bascule en 2021 à l'URSSAF. Eh bien vous voyez que les plus grandes masses financières vont vers l'alternance, que pour le CPF, on avait une enveloppe qui est résiduelle dans les OPCO, mais qui va finir de solder les comptes, et puis on va basculer sur ensuite la Caisse des dépôts. On voit l'amorce, 35 millions d'euros pour le CPF, pour la Caisse des dépôts, ça correspond au dernier mois de l'année et au lancement du dispositif, mais vous voyez bien que c'est sur l'alternance qu'on a la majorité des ressources et que même pour les entreprises de moins de 50 salariés, quand on fait la somme des enveloppes disponibles, on est inférieur en 2020 à ce que l'on avait en 2018. Il y a à peu près 20 à 30% de moins dans les enveloppes. Alors, il faut avoir cette perspective-là. Les budgets externes
n'atteindront plus jamais, je crois qu'il faut faire une croix là-dessus, n'atteindront plus jamais les niveaux qu'on leur a connus. Et la logique, je vais faire un projet parce que j'ai un financement qui va avec, donc du coup en interne, je vais le vendre assez facilement puisque j'apporte la ressource en même temps que le projet, c'est un cas de figure qu'on va rencontrer de manière de plus en plus rare. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus ça, parce que les OPCO ont des ressources conventionnelles pour certains d'entre eux, donc ils ont toujours des budgets disponibles pour les entreprises, parce qu'ils iront chercher de la ressource auprès d'autres financeurs qui vous remettront à disposition, mais on ne sera plus du tout sur la version très quantitative qu'on avait, je vous verse 100, vous me rendez 120, et tout le monde est content. Ce schéma-là est un peu terminé, ce qui signifie que pour vendre les projets de formation en interne, eh bien, il va falloir davantage insister, non pas sur le fait qu'ils sont gratuits ou en grande partie cofinancés, que donc on peut bien les accepter, mais sur le fait qu'ils aient de la valeur ajoutée, qu'ils produisent du résultat, qu'ils aient des effets sur la performance économique et sociale de l'entreprise, et donc le dialogue avec les décideurs, avec la DG, avec la DAF, avec le contrôle de gestion, n'est plus du tout le même dialogue que ce que l'on pouvait avoir jusque-là. Et vous voyez la pression que cette réforme met dans les entreprises sur, et finalement sur toutes les formations que l'on fait, qu'est-ce que c'est le résultat? Alors, je te pose la question, Thierry, c'est quoi le résultat d'une formation et comment je peux argumenter sur mes projets en montrant ce que cela a permis de faire, d'atteindre comme objectif, etc. C'était pas des outils de gestion centrés résultats. Quand on regarde avec quoi les responsables de formation gèrent la formation dans l'entreprise, on est plutôt centré sur la gestion, sur l'organisation, sur la production, puisque c'est une activité éminemment de production, et pas toujours sur les résultats. Effectivement, et donc, comme vous le savez, ceux qui travaillent avec nous savent la culture du résultat qui anime MyConnecting, et c'est vrai que il y a déjà quelques mois, on a développé cet outil qui s'appelle le Myco 360 et qui est là pour vous simplifier la vie et vous donner une visibilité synthétique en temps réel de la valeur créée par les formations MyConnecting. Donc, il y a un certain nombre d'indicateurs avec des indicateurs qui mesurent la régularité, le taux d'atteinte des objectifs, la satisfaction des apprenants, puisque chez MyConnecting, nos apprenants peuvent évaluer cours après cours en disant, voilà, j'ai trouvé que mon cours était excellent, bon, moyen ou mauvais. Donc, vous voyez une très, très grande transparence et la possibilité pour vous d'avoir un outil qui va synthétiser tous ces indicateurs et qui va vous permettre de dialoguer avec vos directions générales, avec les directions financières pour apporter des éléments de réponse sur « Ok, on sait ce que coûte la formation, mais qu'est-ce qu'elle rapporte ?» Et cette logique de rentabilité, cette logique de performance, cette logique de qualité, mais monétisée, eh bien, vous sera d'une très grande utilité. Alors, on a vraiment voulu faire quelque chose qui était simple pour vous. Ça faisait longtemps qu'on vous donnait de la visibilité sur les résultats de chaque formation apprenant par apprenant, et tous nos clients à qui on présente cet outil nous disent que ce tableau de bord répond vraiment à leurs attentes et leur simplifie la vie et surtout va faciliter leurs relations avec les parties prenantes dans l'entreprise. Alors, orientation. Alors, oui, on a une question à vous poser puisqu'on a quand même beaucoup parlé d'argent dans cette première partie et c'est vrai que la préoccupation budgétaire, vous la vivez tous au quotidien. Nous aimerions savoir, et on vous soumet un petit sondage, on voulait savoir si vos directions sont conscientes que les 1,68 sont désormais une taxe et non plus un budget formation. Donc, vous avez quelques minutes pour y répondre et votre réponse va nous permettre… Quelques secondes. Oui, quelques secondes pour y répondre. Et vos réponses vont nous permettre d'avoir une vision, de savoir quelle est la visibilité que les directions générales ont sur cette évolution. J'en profite pour donner une petite recommandation, autoriser ça. Il était d'usage, et il est d'usage dans beaucoup d'entreprises encore, d'agréger, d'agglomérer le 1% ou le 1,68 au budget formation. Dans une logique ancienne de on compile des dépenses et voilà combien on a dépensé. Bon, mettre le 1,68 dans vos dépenses de formation n'a aujourd'hui strictement plus aucun sens, puisque ce n'est pas une ressource. C'est comme si vous mettiez les cotisations sociales dans votre budget pour augmenter la masse salariale. Vous voyez, ça a à peu près la même cohérence et le même intérêt, c'est-à-dire c'est quelque chose que je paie, qui est fixe, et
je n'ai pas de marge de manœuvre avec. Et si vous continuez à le faire figurer d'ailleurs dans vos dépenses, en fait, vous créez une illusion d'optique à votre détriment, c'est-à-dire qu'on a l'impression que vous consommez beaucoup plus de ressources que vos ressources réelles. Donc, on a intérêt à dire, le 1,68, c'est un impôt dont acte, on le paie, la compta s'en occupe, mais ça n'a plus rien à voir avec le service formation, puisqu'il n'y a plus aucun droit de retour d'aucune sorte sur ce 1,68 et que la collecte par URSSAF montre bien qu'on n'a plus aucun lien entre le fait de cotiser et le fait de recevoir. D'ailleurs, les gens qui sont exonérés de taxes d'apprentissage et qui ne la paient pas seront financés pour l'apprentissage comme les autres. Les droits ou les possibilités de financement ne dépendent plus de la contribution que l'on a versée. Donc, meilleure chose à faire, c'est sans doute de l'évacuer totalement de votre champ formation. Mais je crois que le résultat est positif puisque visiblement la majorité, 73% des entreprises nous répondent que leur direction générale sont conscients que ce 1,68 n'est plus intégré dans le budget, enfin, ou ne doit plus être intégré. Il ne reste qu'un petit quart des entreprises où tout le monde n'a pas compris qu'on leur faisait les poches. Exactement. Alors, vous allez rentrer dans la phase de préparation de vos projets, de vos budgets aussi 2020. Pour 2020, vous avez une option. On a transformé, vous le savez, on a consacré des webinaires à ce sujet, le plan de formation en plan de développement de compétences. Alors, la première option, c'est vous changez juste l'intitulé de vos documents et vous continuez à faire la même chose. Ce n'est pas une option qu'il faut prendre à la légère ou que je donnerai de manière ironique. Ça peut tout à fait correspondre si j'ai des pratiques qui produisent des résultats, qui sont satisfaisantes, qui sont comprises par tous les acteurs de l'entreprise et qui fonctionnent bien. Je ne vais pas changer pour le plaisir de changer ou m'inscrire dans un développement qui ne me concerne pas. La question de passer sur un plan de développement de compétences et de faire évoluer, de transformer, d'aménager, suivant les cas, son plan de formation, doit correspondre évidemment à une motivation et un enjeu qui ont été préalablement identifiés. Alors, si je bascule dans une logique de plan de développement de compétences, ça voudrait dire que, si je suis cohérent, je ne travaille plus avec la notion de besoin de formation, donc je ne demande plus aux gens, et surtout, est-ce que je suis prêt à faire disparaître ça de tous mes process, de tous mes documents, de tous mes supports, au profit de la notion de besoin de compétences. Vous savez que quand on parle de besoin de formation, on pose deux questions en une. Un, j'ai un besoin de compétences, et deux, je vais y répondre par la formation. Bon, si je pose la question sous forme de besoin de compétences, ça veut dire que je vais me laisser de la liberté sur la réponse que je vais apporter et que tout besoin de compétences ne se traduira pas nécessairement par un besoin de formation. On s'autorisera à dire il y a des types de compétences qui sont peut-être mieux ou préférentiellement acquises par d'autres moyens que stricto sensu la formation, même si on a élargi considérablement ce que l'on pouvait mettre sous l'étiquette formation. Alors il y a un premier choix ici. Est-ce que dans votre contexte, pour vos métiers, avec la culture qui est la vôtre, dans votre organisation, vos processus, etc., est-ce que la notion de besoin de formation reste pertinente, ou alors est-ce que c'est le besoin de compétences qui traduirait le mieux ce dont vous avez besoin et qui vous permettra ensuite de développer des bonnes pratiques. Attention au mélange des deux, il vaut mieux toujours être dans un système cohérent et lisible avec une seule méthode. Et vous voyez le chemin que l'on suit depuis quelques réformes. Pendant plus de 40 ans, on est resté centré sur une réglementation très formation qui a généré des budgets formation, qui a généré aussi la fonction formation dans l'entreprise pour s'occuper des actions, pour s'occuper des budgets disponibles, etc. Et on a travaillé sur le produit formation, le besoin de formation, des actions de formation, le plan de formation, des budgets formation. J'évalue les formations, je consulte sa formation. Bref, fil conducteur, c'est la formation. Intérêt de ça, au moment où on s'intéresse au produit, c'est lisible pour tout le monde, c'est identifié, c'est facile à comprendre. Inconvénient, c'est parfois un peu clos sur soi-même, c'est-à-dire que et parfois on le voit dans certains bilans, je présente des volumes de formation, des dépenses de formation, des coûts, etc. Et la partie que l'on vient de voir, c'est-à-dire, oui, mais d'accord, mais à quoi tout ça a servi? Est-ce qu'on a eu raison de le faire? Est-ce que ça nous a ajouté de la valeur ajoutée? Si on ne l'avait pas fait, qu'est-ce qui se serait passé? Ces questions-là sont parfois un petit peu absentes, ou en tout cas moins présentes dans les process eux-mêmes, qui n'en rendent pas compte, et là on perd pour le coup de la lisibilité sur la valeur ajoutée de la formation, pas sur son existence, mais sur sa valeur ajoutée. Depuis le début des années 2000,
2002 la VAE, 2004 la création du livre, des entretiens professionnels, etc. On a cheminé vers la compétence. Et là, on fait un pas de plus, et celui-ci sans doute décisif, pour se détacher du produit et dire, eh bien, on a besoin d'identifier les compétences qui comptent pour l'entreprise, de les développer par des actions diversifiées qui peuvent contribuer à développer les compétences à l'aide de la formation, d'où la notion de plan de développement de compétences. Donc vous voyez que ce n'est pas juste un changement sémantique, c'est véritablement une transformation. Alors transformation, soit une rupture, parce que c'est ça dont vous avez besoin, qui va faire que je vais développer, c'est le chemin vers l'organisation apprenante, développer l'idée que je peux me former à des tas d'occasions et pas simplement en aller en formation, que la question, ça va être d'articuler tout ceci, etc. Ou alors, transformation plus soft, plus lente, à un autre rythme, parce que je vais adjoindre progressivement d'autres actions que la formation et que mon plan de formation, petit à petit, il va évoluer, va se transformer. Quel est le bon rythme? Qu'est-ce qu'il faut mettre comme action? Ça, c'est vous qui le savez dans vos contextes. La notion d'investissement de compétences, il va falloir la redéfinir. Ce n'est pas des dépenses de formation, c'est à la fois du temps passé par l'entreprise, des moyens mis à disposition, toujours du volume budgétaire, mais pour les achats, quand on a besoin d'acheter certaines prestations pour aller chercher de l'expertise et de la compétence à l'extérieur, mais on peut aussi organiser du partage de compétences avec la FES, bref, on change de logique. Le troisième terme, les résultats, la loi n'ira jamais, elle va s'arrêter à la compétence, elle n'ira jamais sur le résultat parce que ce n'est pas son rôle. Ce n'est pas à la loi de dire ce que sont les résultats, les stratégies d'entreprise, ce que l'on attend, comment on manage, etc. Donc, n'attendez pas que l'on ait une troisième étape. On s'arrêtera au stade de la compétence. Alors, on pourrait dire, la compétence, c'est une finalité en soi, comme on pourrait dire, donc développer les compétences, comme on pourrait dire, c'est aussi un moyen, c'est comme la formation, une compétence, pourquoi faire? Pour la mettre en œuvre dans quel cadre? Pour produire quel résultat? Quelle valeur ajoutée? Et donc, on a de nouveau dans les plans de développement de compétences, et je crois qu'il est important de donner beaucoup de visibilité sur les résultats attendus à tout le monde, aux participants. Je vais en formation en vue d'eux, pour tel résultat. La finalité de la formation n'est jamais dans la formation elle-même. Évidemment, aux directions, pourquoi on met en place des formations, pourquoi on engage des moyens, pourquoi on engage des ressources qui contribuent à cet investissement? Parce qu'on attend derrière de l'amélioration sur nos pratiques, sur nos performances, sur notre climat social, sur la reconnaissance des salariés, sur leur management, etc. Et donc, on a des enjeux forts et un déplacement. Peut-être que ce n'est pas forcément le volume ou le nombre d'actions qu'on a fait, est-ce que c'est réparti équitablement entre tous les salariés, mais peut-être est-ce qu'on a bien apporté en temps utile les compétences dont les gens avaient besoin pour exercer leurs activités. Mais tu as raison de souligner ce point, c'est que finalement les résultats, et tout à l'heure je parlais du Maïko 360 sous l'angle financier, mais en fait il ne se limite pas qu'à l'angle financier. C'est vrai qu'une formation qui démarre par la définition des objectifs, objectifs qui peuvent être partagés entre l'apprenant et son manager, avec vous, c'est évidemment une formation dans laquelle, un parcours dans lequel toutes les parties prenantes vont regarder dans la même direction. Pour l'apprenant, ça va générer de la motivation parce qu'il va savoir vers quel but il doit tendre. Et puis surtout, je crois que ce qui est extrêmement important, c'est de donner envie. Et donner envie, c'est de parler le langage des bénéfices et les objectifs d'une formation. Qu'est-ce que c'est si ce n'est de traduire ces objectifs en bénéfices? Tu développes ta compétence. Cette compétence, elle correspond à des objectifs, ça te permet de développer ton employabilité. Eh bien, c'est un langage orienté vers les bénéfices qui permet d'embarquer les apprenants. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre métier, que nous soyons responsables de formation ou que nous soyons organismes de formation ou même managers, il faut absolument embarquer les collaborateurs, les apprenants dans une dynamique positive qui leur donne envie. Et cette logique de résultat, si elle est vécue positivement et si on communique simplement sur ces objectifs, eh ben on crée une dynamique qui est extrêmement positive. Il y a alors en parlant de dynamique, il y a une volonté à travers les plans de développement de compétences et vous pourrez constater que la réforme met l'accent sur les formations en alternance. Ce n'est pas par hasard, c'est parce qu'on considère que l'alternance, en ce qu'elle permet d'avoir des apports, mais aussi de les développer en situation de travail, permet d'ancrer ces compétences-là, de les rendre durables. Et toute la réforme est centrée sur la promotion des dispositifs qui rapprochent la formation de l'activité, de manière à ce qu'on ne soit pas sur une acquisition de connaissances et après on se débrouille
pour le transposer, si on y arrive, si on peut, dans son contexte, etc., dans des études qui démontrent des déperditions phénoménales entre les acquis de formation et ensuite ce qui reste quelques semaines ou quelques mois plus tard. Et le seul moyen de consolider, de développer et de continuer à avoir des dynamiques de progrès, c'est d'articuler formation, activité et d'ailleurs autre action de développement de compétences que la formation qui vient au soutien de tout ceci. Je vais prendre un exemple, puisque en dehors de l'alternance, la loi crée et demande d'ailleurs aux OPCO de promouvoir la formation en situation de travail, la FEST. Bon. Si je prends un exemple sur cet objectif de formation que j'ai identifié ici, de compétences, pardon, je veux former les managers à l'entretien professionnel. Je veux qu'ils soient capables de conduire un entretien professionnel avec leurs équipes, leurs collaborateurs. Très bien. Je peux les envoyer suivre une formation externe, pas de problème, ils auront une expertise, des gens qui leur expliquer comment on conduit l'entretien, comment on le pilote, quels sont les contenus particuliers quand on traite l'entretien professionnel, les points de passage qu'il ne faut pas rater, etc. Et puis ils auront l'occasion de partager un peu d'expérience avec les gens qu'ils vont rencontrer en formation. Si je fais une formation en situation de travail, parce qu'il faut valider, est-ce que c'est pertinent? Ce n'est pas forcément pertinent pour toutes les compétences. Quand je veux m'enrichir d'une compétence dont l'organisation ne dispose pas, je vais aller la chercher à l'extérieur. Est-ce que là, la FEST serait pertinent? Bon, ça me permet de contextualiser. Je ne veux pas former les gens à l'entretien en général. Je veux qu'ils sachent faire les entretiens chez nous, tels qu'on a choisi de les calibrer, avec nos objectifs derrière, avec le type de salariés qui sont les nôtres, etc. Je veux aussi que mes managers aient à peu près tous les mêmes pratiques. En tout cas, qu'un salarié ne soit pas dépendant simplement de son manager quand il va faire l'entretien pour aborder tel ou tel sujet. Donc, je veux un peu d'harmonisation. Je suis dans un cas où, parce que pour la formation en situation de travail, il faut vérifier ceci. Si je me forme en travaillant, j'ai un droit à l'erreur, donc je peux me planter, je n'ai pas encore acquis la compétence, je suis en train de l'acquérir, donc il peut y avoir des erreurs. Bon, si je fais une erreur d'entretien professionnel, ce n'est pas comme si je fais une erreur parce que je suis infirmière et que j'ai mal fait un pansement, avec des risques derrière, d'infection, tout ça. Donc, je suis dans une situation où je peux apprendre en situation, si jamais il y avait une erreur, ça reste gérable en termes de compétences. Et puis, la FEST, elle est, comment dire, elle permet à ceux qui la mettent en œuvre de maîtriser cette compétence aussi, de dire, bah, je sais former en situation de travail, maintenant je vais pouvoir le reproduire. Donc, pour toutes ces raisons, je vais considérer que c'est pertinent de le faire de cette manière-là. J'ai construit rapidement ici ce que pourrait être une AFEST, qui permet d'ailleurs au passage de vérifier que l'AFEST, ça ne réclame pas nécessairement une expertise en termes d'ingénierie, ce n'est pas du tout réservé aux spécialistes, on peut le construire avec un peu de méthode et un peu d'outils. Ici, je vais commencer par demander à la personne de faire son propre entretien en tant que salarié avec son manager, comme ça elle va voir du point de vue du salarié ce qu'est un entretien, puis d'assister à un autre entretien avec un autre manager, puis d'y participer, c'est-à-dire d'intervenir, et puis ensuite de préparer, alors avec les débriefs, les phases réflexives, comment, indépendamment du contenu de l'entretien, comment il s'est déroulé, pourquoi on l'a fait comme ça, à quel moment il y a eu des questions, quel moment c'était difficile éventuellement de répondre, de le gérer, comment je fais pour rester dans le champ, est-ce que ça a dérapé sur la question de l'évaluation du salarié ou pas, de son travail surtout, et je prépare le premier entretien, je le réalise. Et après cette phase-là, je vérifie si la personne est en capacité ensuite de réaliser les entretiens. Donc voilà une manière simple de réaliser des formations articulées au travail, et vous voyez que par rapport à, si vous faites la somme totale, le temps non productif généré par cette formation, ça va être 4 ou 5 heures. Alors, est-ce qu'il vaut mieux 4 ou 5 heures dans l'entreprise à travailler de cette manière-là, ou est-ce qu'il vaut mieux aller passer 4 ou 5 heures à l'extérieur avec un formateur? Bon, qu'est-ce qui est... On est certain qu'avec la formation en situation de travail, l'ancrage des pratiques sera meilleur, parce que je suis déjà en train de faire. En fait, j'apprends en faisant, c'est tout le principe. Et là-dessus, ça vous donne, je vais mettre en place des activités, j'ajoute de la compétence et ça va produire des résultats. Alors, il ne s'agit pas d'opposer. On n'oppose pas la formation, c'est mieux que les actions de développement de compétences, ou que la formation en situation de travail, ou que, etc. Il s'agit d'articuler. Et on peut articuler de la formation avec de la situation de travail sans que ça prenne d'ailleurs l'appellation ou la forme d'une AFEST. Je fais le lien parce que, il me semble que c'est ce que tu fais depuis toujours d'ailleurs, d'avoir des formations qui sont articulées aux situations de travail, parce que qu'est-ce que c'est quand on a des gens qui vous disent « je voudrais bien acquérir cette compétence pour un projet que j'aurai peut-être dans 6 mois ou dans 1 an ou au-delà ».
Bon, je vais en formation, très bien, je reviens. Mon projet, c'est dans 1 an. Qu'est-ce que je fais de la compétence en attendant et qu'est-ce qu'il va rester dans 1 an de cette compétence-là? Et en réalité, est-ce que j'ai vraiment une compétence? J'ai acquis des connaissances, je n'ai pas l'occasion de les mettre en place, etc. Le résultat, on ne le voit pas et la déperdition, la péremption risque de revenir assez rapidement. Alors, importance de l'articulation entre je me forme et je fais et j'articule les deux. C'est le principe même de la formation en alternance. Et justement, nous avons ici un cas client que nous avons réalisé donc, suite à un déploiement de formation sur des outils qui viennent complètement illustrer le discours de Jean-Pierre qui appuie cette notion de transférabilité sur le poste de travail. En effet, si on doit résumer, notre objectif, c'est de passer un niveau de satisfaction à un niveau de transférabilité et du coup de maîtrise des pratiques, d'ancrage, comme tu disais si bien, et du coup d'impact au retour sur le poste de travail. Vous voyez ici, on a travaillé sur un parcours, donc, comme je disais, d'adoption d'outils auprès d'un grand groupe de conseil international, conseil et d'audit, où ce qui est ressorti, donc on est venu interroger nos stagiaires, nos apprenants 1 mois après la formation. Et ce qui ressort, c'est que chacun puisse nous dire, grâce à la maîtrise, grâce à l'adoption des outils, grâce à la formation en situation de travail menée avec MyConnecting, il ressort un bénéfice moyen de 64 heures par apprenant. 64 heures, c'est 4% de gain de productivité. C'est fantastique, je peux utiliser ce mot-là. Et 64 heures de temps gagné, c'est plus que fantastique, puisque c'est une information clé pour notre cliente responsable formation, qui peut ainsi aussi promouvoir toute son action de formation, le parcours et l'ingénierie qu'on a mis en œuvre pour mener à bien son parcours, et bien du coup communiquer avec sa direction, avec la direction financière, puisque vous l'avez compris, cette réforme impacte notre organisation à tous et implique la stratégie de l'entreprise. Plus que les 64 heures… Ça fait 7 à 8 jours de travail, si tu comptes la facturation qu'ils peuvent générer sur 7 ou 8 jours. Exactement. C'est effectivement, c'est énorme. Et c'est exactement ce que notre client nous a dit. Et là, c'était factuel puisqu'on est sur du déclaratif. Et plus que je tenais aussi à appuyer sur ce point, plus que les 64 heures gagnées, ou pas plus, mais avec ces 64 heures gagnées, il y a ce temps de sérénité. 62% des apprenants ont déclaré avoir gagné de la sérénité grâce au parcours MyConnecting. Donc là, l'équation financière qu'on voyait tout à l'heure était complexe. Ici, l'équation qu'on vous présente là est très simple. 64 heures gagnées de temps plus 62% de gain de sérénité. Là, vous créez vraiment de l'engagement. Ça génère de l'engagement, ça génère de la performance, ça génère du sentiment de compétence. Et clairement, ce temps gagné, les consultants concernés peuvent du coup gagner du temps sur lequel ils vont mettre plus de valeur ajoutée, créer plus de valeur ajoutée pour la structure et ensuite générer plus de bénéfices. Donc, voilà. Je vais te piquer ce petit schéma parce que tu vois, performance économique, performance sociale. Exactement. Et moi, j'explique depuis des années que dans une même formation, avec un même objectif de compétences, on peut à la fois apporter de la performance économique et parce que les gens sont dans un meilleur confort de travail, sont plus à l'aise, sont moins en stress, maîtrisent mieux ce qu'ils ont à faire, ils gagnent. Alors, ils gagnent en sérénité, ils gagnent en confort, ils gagnent en assurance. C'est presque aussi de la performance. Exactement. On ne peut pas dissocier sur cette information le gain, la performance économique et sociale. Simplement, il faut la mettre en avant, il faut la valoriser, il faut la montrer, il faut la tracer un petit peu, il faut la mesurer, il faut l'établir. Parce que sinon, si on ne va pas la chercher, elle existe, mais finalement, personne ne va la voir. Et il faut mettre à disposition une ingénierie pédagogique qui le permet en identifiant les usages, en identifiant les comportements observables sur lesquels chacun va avoir le recul, manager, collaborateur, organisme et connecting, pour être capable de dire je gagne tant de temps et de venir quantifier cette évaluation de formation, puisque ça c'est un sujet d'apporter des chiffres, c'est un sujet qui nous suit depuis la nuit des temps dans la formation. Là aujourd'hui, en effet, nous ce qu'attendent nos clients, les clients de MyConnecting, c'est d'apporter ces preuves-là pour arriver sur une mesure d'impact véritable. Et ça, j'ai une question, pardon Thierry, parce que tu fais des formations distancielles, c'est un peu l'ADN au départ de MyConnecting, il y a du présentiel aussi chez MyConnecting, donc il y a ces multimodal, il y a différentes modalités, mais est-ce que le distanciel, de manière un peu paradoxale, c'est quand même pas le meilleur moyen d'aller au plus près des situations et de permettre aux gens d'articuler le mieux possible
l'apprentissage et la situation de travail, parce qu'on va pouvoir le faire en même temps ou en parallèle ou en prenant comme support ce que l'on est en train de faire. Est-ce que ce n'est pas une manière d'hyper-personnaliser finalement les cursus? Alors, c'est vrai qu'effectivement, la formation à distance, qui d'ailleurs est le plus souvent de la formation en situation de travail. Je crois qu'elle est mal nommée, parce que c'est la plus proche, la formation à distance. C'est la plus proche. Est une modalité qui est extrêmement efficace. Maintenant, on ne s'interdit aucun dogmatisme, et c'est vrai, c'est la raison pour laquelle on a développé, que ce soit dans les langues, que ce soit dans la formation aux outils digitaux, à la culture digitale ou aux compétences comportementales du face-à-face. On ne s'interdit aucun dispositif, mais c'est vrai que la formation à distance avec lequel MyConnecting finalement est né et a développé avec une valeur ajoutée, et aujourd'hui on en voit les résultats. Parce que ce que Damien a présenté, cette démarche d'affichage tant de résultats financiers que de résultats sociaux, et les deux, et tu as raison de le souligner, sont tout aussi importants, c'est possible à la fois dans les langues, à la fois dans les outils digitaux et à la fois dans les compétences comportementales. Donc, c'est une réponse qu'on met en œuvre déjà depuis un certain nombre de mois pour nos clients, mais c'est une réponse au nouveau paysage de la réforme et cette logique de résultat qui… Je pense que c'est la traduction très concrète de ce que pourrait être un plan de développement de compétences dans la nouvelle configuration. Alors, le dernier sujet, la politique de CPF. Alors, la politique de CPF, on va avoir l'impact ici pour les entreprises, surtout celles qui ont déjà une politique ou qui souhaiteraient en développer une sur 2020, c'est qu'on va avoir des modes de gestion qui évoluent, enfin, pas qui évoluent, c'est qui sont transformés profondément. À la fin du mois de novembre 2019, et on demande, enfin l'État a demandé, le ministère du Travail, aux OPCO de ne plus prendre en charge aucun dossier qui arriverait au-delà du 30 novembre 2019. Certains vont même arrêter avant, pour des raisons budgétaires et financières, mais au plus tard, de toute façon, c'est fin novembre. Donc, si vous avez des dossiers, c'est tout de suite, parce qu'après, c'est trop tard. Et alors, c'est trop tard par rapport à l'OPCO, parce qu'ensuite, on bascule donc sur un système géré par la Caisse des dépôts. L'ordonnance du 21 août dernier nous a amené une bonne nouvelle. C'est que les droits au DIF devaient, de par la loi de 2014, être et saisis dans l'application avant fin 2020 et engagés avant cette date, sinon ils étaient effacés et perdus. Et là, donc, la réglementation ne prévoit plus l'effacement et le perdu sous réserve d'une saisie de ces droits avant donc, la fin de l'année 2020. Donc, il nous reste un peu moins de 16 mois pour que tous les salariés, notamment je pense à ceux qui étaient présents chez vous en 2014 et pour lesquels vous avez toutes les infos, vous avez leur numéro de sécu, vous avez le nombre d'heures de DIF dont ils bénéficiaient, vous avez tout. Il faut juste, si j'ose dire, faire la démarche de les saisir individuellement. Encore faut-il la faire. Et c'est ça. Et donc, c'est le salarié qui est censé la faire. On s'aperçoit que beaucoup d'entreprises ont fait de la communication et que le taux de transformation, en tout cas, moi, c'est les retours que j'ai, ne sont pas extrêmement satisfaisants. Donc, on a informé les salariés, on a fait des flyers, on leur a envoyé des mails, on a fait des cafés RH pour leur expliquer que, etc. Et en réalité, 5-10%, et si on ne le fait pas avec eux, il y a même des entreprises qui ont fait des ateliers d'ouverture de compte, où on réunit les gens, etc. C'est pas toujours très pratique. Donc, se pose la question de comment on fait. Alors, vous avez tous les éléments, je vous dis, mais quand je dis au RH, vous pouvez le faire vous-même, et puis ensuite, une fois que vous avez activé le compte du salarié, vous lui donnez son code, et puis il le change, et puis voilà. Bon, personne n'a envie de faire ça. J'imagine que vous êtes nombreux à partager cet avis-là. Ça va un peu mieux quand on dit, bah, si vous avez l'accord du salarié pour le faire, si vous le faites avec lui, ça va un petit peu mieux. On peut le demander à des tiers également. C'est quelque chose que tu fais, ça Nous, dans notre accompagnement, Damien va nous parler de l'accompagnement, et c'est vrai que ça fait partie de nos missions d'être capable d'accompagner l'apprenant pour lui faire inscrire ses heures de DIF. On est en train de parler de 1 800 €. Et oui, c'est ça un peu. C'est qu'on pourrait dire, bon, après tout, on laisse faire, les gens sont adultes responsables, ils vont voir les campagnes de communication que va lancer le gouvernement sans doute début décembre, radio, télé, presse, etc., pour mettre en avant l'appli et le CPF, et qui sera rappelé cette règle-là. Regardez ce que ça déclenche, mais sinon, de toute façon, ce serait bien quand même de trouver une solution pour que
ces euros ne soient pas potentiellement perdus, d'autant que leur durée de péremption maintenant n'est plus établie. Ils peuvent durer autant que nécessaire. Donc ça, c'est une première question. Il y en a une seconde. C'est si vous avez une politique de CPF, elle prendra forcément une de ces trois formes, soit j'exclus la politique, puisqu'il n'y a pas d'action, je ne m'en occupe pas, ça relève des salariés. Vous pourriez aider ou faciliter l'utilisation par vos salariés d'un CPF autonome sans intervenir ni en temps ni en argent, en leur donnant accès à l'information, en les accompagnant pour ouvrir les comptes, en les aidant à utiliser, en les aidant à s'y retrouver pour choisir les bons prestataires, voire en leur conseillant tel ou tel prestataire pour leur demande de formation. Mais vous n'allez pas au-delà. Bon, cette étape-là, techniquement, ne posera pas de problème particulier au regard de l'appli. Il faudra que le salarié fasse la démarche et il faudra que vous voyez quel type d'accompagnement vous mettez à leur disposition. On a même des entreprises qui ont mis des numéros verts où on accompagne les salariés qui souhaitent faire une démarche, ils savent à qui s'adresser, parce que les RH n'ont ni le temps matériel, ni les ressources pour réaliser ça. Deuxième manière de faire, qui est prévu par les textes, c'est de négocier un accord. Alors, si vous négociez un accord disant, voilà toutes les formations qui relèveront de l'accord et pour lesquelles l'entreprise abondera les droits du salarié, donc financera une partie de la formation, laissera du temps pour la suivre, et le salarié, lui, mobilise ses droits à hauteur de X. Si vous avez un accord collectif qui dit ça, vous aurez une gestion collective assez simple puisque la Caisse des dépôts vous versera directement la part salariée, et de manière collective, vous n'aurez pas, et les salariés n'auront pas à faire les démarches individuelles de saisir leurs demandes, etc. Vous fonctionnerez dans le cadre fixé par l'accord, donc grande économie d'échelle. La majorité des entreprises vont se trouver dans le troisième cas, ni dans le premier, ni dans le second, dans le troisième. Le troisième, c'est j'ai une politique de CPF, mais je n'ai pas d'accord. Je voudrais abonder les droits des salariés ou que l'on ait un co-investissement, un partage, mais je ne remplis pas les conditions pour la gestion collective. Donc, il va falloir que les salariés passent par l'appli. Alors, on a des tas de questions techniques dont certaines sont en train de se régler et d'autres pas complètement ou avec un petit délai. La question est la suivante. Enfin, je vais en traiter deux. Si je choisis un prestataire de formation avec une offre éligible au CPF et que je veux financer moi une partie de la formation, une partie reste à la charge du salarié. Comment je peux articuler finalement une partie qui sera payée par la Caisse des dépôts pour le compte du salarié auprès de l'organisme et moi qui paie l'autre partie? Bon, il va falloir, et si je négocie des tarifs, comment on peut trouver le bon tarif dans l'application? Alors, la Caisse des dépôts a prévu tout ceci. Le salarié va s'inscrire sur un tarif qui sera le tarif facial de la formation, mais on pourra ne le débiter. En gros, l'organisme ne facturera que le montant qui a été convenu avec vous et qui peut être une part représentant X% donc il n'y a pas de problème. Si vous voulez, la Caisse des dépôts ne fera pas de difficulté si la facturation ne correspond pas au tarif affiché, notamment si elle est de fait plus basse parce que quelqu'un a soldé. On aura ensuite une deuxième manière de faire, c'est est-ce que l'entreprise peut mettre de l'argent sur le compte du salarié? Du coup, c'est la Caisse des dépôts qui paiera tout. On aura déjà fait l'abondement et on n'aura plus à gérer cette double relation. Alors, c'est prévu, mais quand on aura le portail entreprise de l'application qui ne sera disponible vraisemblablement qu'entre le printemps et l'été 2020. Dans un premier temps, on ouvre l'appli salarié, après on aura le portail entreprise. Alors à ce moment-là, vous pourrez à tout moment, comme vous le souhaitez, au moment où c'est consommé, en anticipation, dans le cadre de votre politique de rémunération, faire des versements sur les comptes personnels de formation des salariés. Bercy va confirmer, mais c'est quasi officiel, que c'est net de cotisation et d'impôts. Et donc, pour vous, c'est une manière de donner du pouvoir d'achat net à vos salariés s'ils sont intéressés par de la formation. C'est quand même, il n'y en a pas tant que ça, des dispositifs qui permettent de faire du net-net en faveur des salariés. Et donc, voilà, on a deux modalités, mais dès le lancement de l'appli, il y a des solutions techniques pour vous permettre de continuer à avoir un co-investissement avec les salariés. Damien, vous… Oui, tout à fait. Bon, le CPF, en effet, en quelques mots, c'est une véritable opportunité. Je pense que là, on en a tous conscience. C'est aussi un véritable changement. On en a également tous conscience. Et comme tout changement, il faut qu'il soit accompagné. C'est pour ça que MyConnecting vous propose justement une démarche CPF d'accompagnement clé en main. Et pour la faire très courte, parce que je crois que les minutes passent, que ce soit au niveau RH, que ce soit au niveau de vos collaborateurs, on va finir sur le focus collaborateur, je pense qu'il nous concerne tous.
L'idée, c'est que la valeur ajoutée du coaching motivationnel, organisationnel de MyConnecting va être votre relais auprès de chacun de vos collaborateurs, puisqu'il va accompagner, il peut accompagner chaque stagiaire jusqu'à déclarer les heures de diff sur son compte personnel d'activité, monter le dossier, l'accompagner jusqu'à la certification, mais surtout le motiver, donner envie, donner du sens à la démarche, lister les enjeux que ce projet de formation pourra lui apporter. Donc tout cet écosystème d'accompagnement que MyConnecting, et ça je pense depuis 2006, c'est dans l'ADN de Myco, mais cet écosystème d'accompagnement est d'une véritable valeur ajoutée qui est mise à votre disposition et sur laquelle vous pouvez vous appuyer, puisque comme tu le disais tout à l'heure, en effet on court tous derrière le temps, faire tout ce travail prend du temps. Nous on met ces ressources à votre disposition, donc n'hésitez pas. Très bien, merci. Écoutez, j'espère, je suis certain que Jean-Pierre et Damien ont répondu à cette logique de lisibilité, de compréhension, de facilitation. Ce qu'on veut faire, c'est vous accompagner de la façon la plus efficace, la plus simple, la plus fluide et la plus performante possible. Donc, ça a été formidable de partager cette heure avec vous. N'hésitez pas, on vous a promis de répondre à vos questions et vous savez, on tient nos engagements. Donc, faites-nous passer vos questions et nous y répondrons là dans les minutes qui suivent avec Jean-Pierre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.